Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente parce que c'est vrai que je suis tombée sur une affaire qui m'a vraiment intriguée et je me suis dit waouh, je pourrais raconter ça dans une JVDT parce que c'est vraiment un truc de ouf. Ça s'est passé assez récemment et je trouve on n'en a pas trop entendu parler. Enfin, moi en tout cas je n'avais pas du tout entendu parler. C'est le cas d'une famille, surtout des enfants qui ont été pris en otage au fin fond d'une ferme aux Pays-Bas, donc en octobre 2019. Leur enfer a duré 9 ans jusqu'à quand un des enfants a donc réussi à s'enfuir et expliquer ce qui se passait dans la famille. Ça fait énormément penser au cas de la famille Turpin. C'est une JVDT que je vous ai fait qui a été totalement non mise en avant par YouTube. Et je voulais aborder juste très rapidement le sujet de la monétisation parce que je sais que les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que quand on se plaint d'être démonétisé, on se plaint juste de ne pas avoir été payé pour un travail qu'on a fourni, ce qui est le cas. Je pense que personne n'aimerait bosser pendant 3 jours sur quelque chose et ne pas être rémunéré après, surtout que des fois YouTube démonétise des vidéos sans aucune raison. Moi par exemple j'ai la vidéo de Doja Cat qui a été démonétisée 2 semaines après que je l'ai postée, alors que quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, YouTube l'analyse et te dit c'est ok, donc tu fais pas de changement et par la suite il te démonétise et tu peux rien faire. Mais pour nous c'est pas juste une question d'argent, parce que quand une vidéo va être démonétisée, c'est pas seulement qu'on va pas être rémunéré, mais YouTube, vu qu'ils vont gagner aucun argent avec ta vidéo, ils vont pas du tout être mis en avant. Donc au-delà de bosser et pas être rémunéré sur un travail que tu as fait, en plus de ça ta vidéo n'est pas proposée, donc tu as littéralement travaillé pour rien et ça fait pas du tout plaisir. Et c'est un cas un peu similaire, même si la famille Turpin ça reste beaucoup plus violent perso je trouve. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important et on attaque cette JVDT. La ville du coup de Ruinerwoord, c'est une ville très petite aux Pays-Bas, comme je vous ai dit, de 200 personnes à peine. Donc dès que quelqu'un de la ville croise quelqu'un d'autre, c'est très facile pour eux par exemple de repérer un touriste. Tout va commencer quand en octobre 2020, un petit café local va avoir un nouveau client débarqué qu'ils avaient jamais vu avant. Le garçon en question était très maigre, il avait l'air de porter des vieux vêtements qui étaient démodés, il avait l'air très timide et surtout il ne regardait personne dans les yeux, il faisait que regarder ses pieds, il voulait vraiment éviter tout contact visuel. Ce garçon est arrivé dans ce café, il n'a parlé à absolument personne. Le barman, il va dire qu'il pensait que c'était un étranger qui parlait même pas le néerlandais du coup. Et vu que le bar fermait, tout le monde est parti et le garçon est parti avec les gens. Sauf que 8 jours plus tard, ce garçon, il est donc revenu. Il s'est assis tout seul, il semblait vouloir parler à quelqu'un, il faisait des actions où il ouvrait à peine la bouche mais il disait aucun mot. Et quand il a pris le courage de se lever pour commander, il va commander 5 bières. Il va boire les 5 bières tout seul, tout le monde s'attendait à ce qu'il parle à quelqu'un parce que personne ne savait d'où sortait ce mec. Et finalement le café va fermer à nouveau et il va donc partir, mais il va revenir le lendemain. Il va rester très silencieux, il avait le même comportement où il regardait des gens comme s'il voulait dire quelque chose mais finalement il ne disait rien, jusqu'à que quelqu'un va s'approcher de lui et il va donc dire qu'il avait un secret à dire et il va donc révéler qu'il n'avait pas quitté sa maison depuis 9 ans, qu'il avait 4 autres frères et également une sœur qui était dans la même situation et qu'il n'en pouvait plus de leur mode de vie, qu'il voyait qu'il y avait un problème, que les autres gens ne se comportait pas comme ça. Il va pas s'arrêter là puisqu'il va parler de son père. Il va dire que son père croyait que c'était la fin du monde, qu'il n'y avait personne d'autre dans le monde et c'est pourquoi ils étaient donc enfermés à l'intérieur d'une ferme. Les gens présents étaient très confus, se demandaient s'il était alcoolique. Enfin, c'est pas quelque chose auquel tu t'attends à entendre de la part de quelqu'un en 2020. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un bar, quelqu'un vient vous dire tout ça, qu'il est enfermé dans une ferme, que son père pense que c'est la fin du monde. Et en plus il va continuer, il va dire qu'il n'a jamais été à l'école par exemple, que ses frères n'étaient jamais sortis de la ferme, lui il sortait pour travailler, qu'ils avaient déjà été enfermés dans une cave sans nourriture, donc ça va devenir des propos très graves. Et le propriétaire du café va de suite le croire parce que ce garçon il avait 25 ans mais il avait un langage très enfantin, il lui manquait beaucoup de vocabulaire. Le propriétaire, un peu choqué et débordé par toutes ces déclarations, a décidé donc d'appeler la police. La police est venue, le garçon va continuer à avoir des propos en étant très choqué par exemple par la radio dans la voiture de la police, par tout le matériel nouveau en quelque sorte. Et la police, quand ils vont arriver au poste de police et qu'ils vont donc rentrer son prénom, son nom de famille, ils vont voir qu'il y a
absolument rien, pas de mutuelle, pas de certificat de naissance, pas une trace de ce garçon. Et quand il va dire qu'il a des frères et sœurs, il va donner le prénom, le nom de famille, pareil, et ils vont rien trouver, absolument rien. Bien qu'il ait aucun document, la police vont trouver qu'il avait des réseaux sociaux. Il avait un compte LinkedIn et également un compte Facebook. Mais quand ils vont lui demander si c'était bien à lui, il ne voulait plus répondre à la police. Ils vont lui demander où il habite, il va dire qu'il connaît pas l'adresse et il leur a donc montré le chemin. Pour arriver à cette ferme, il fallait passer par un chemin de terre enjambé en canal et la ferme était dans une sorte de petite forêt. Il y avait des arbres qui couvraient tout le contour de la ferme. Le garçon va donc montrer comment on accédait à l'endroit où il vivait puisqu'il vivait caché. La police pensait qu'il vivait caché dans cette ferme en question, mais non, c'était beaucoup plus que ça, puisque pour accéder à la pièce où ils vivaient tous ensemble, il fallait ouvrir une sorte de placard et dans ce placard il y avait une porte qui menait donc à leur cachette pour la fin du monde. Quand ils sont arrivés au sous-sol, du coup ils ont vu un homme de 67 ans qui était considéré comme le père de la famille et il y avait aussi les 5 autres personnes âgées entre 18 et 25 ans, donc les autres frères. En plus de la famille, ils ont également trouvé un homme sur la propriété qui a 58 ans, qui s'appelle Joseph. Il a refusé de répondre aux questions de la police et il a donc été arrêté. Il habitait dans la ferme, mais pas dans la cachette secrète. Il a été placé en garde à vue jusqu'à ce que l'enquête se poursuive. Et ils vont donc apprendre que ce Joseph B était la personne qui payait le loyer de la ferme. Et il avait aussi un atelier de menuiserie dans une ville voisine où justement ce garçon de 25 ans travaillait pour lui. Bien sûr, il travaillait gratuitement. On va apprendre que le garçon s'appelle en réalité Israël, puisque jusqu'à là on savait pas son prénom, et qu'il avait déjà essayé de rentrer en contact avec quelqu'un quelques semaines plus tôt. C'était un voisin de l'atelier en question où Israël travaillait. On ne sait pas trop quel a été leurs échanges, mais ce voisin va dire qu'il avait déjà vu Israël parler donc avec Joseph et il va dire qu'il n'avait jamais rien vu d'étrange dans leur conversation. Et la police vont donc interroger les frères et sœurs et ils vont donc apprendre un peu plus ce qui se passait à l'intérieur donc de ce sous-sol, enfin comment ils vivaient. Déjà la famille, ils se nourrissaient que de aliments qui étaient donc de cette ferme. Donc des légumes, ils se nourrissaient de chèvres, donc ils tuaient la chèvre pour la viande et ils buvaient aussi du lait de chèvre et c'est tout. Et un des enfants va dire que leur père leur montait vraiment la tête. Il leur disait très souvent que s'ils parlaient à des étrangers, il y a des esprits maléfiques qui pénétraient dans leur corps, qui seraient punis par ces esprits maléfiques, qui seraient maudits à tout jamais et que donc ils devaient rester cachés dans le sous-sol. Et s'il faisait des choses avec lesquelles Jared n'était pas d'accord, comme par exemple aller dans le jardin sans lui demander son autorisation, ils avaient des punitions. Des fois, ils se faisaient frapper, donc avec des morceaux de bois par exemple, ou d'autres objets. Parfois, ils étaient obligés d'être immergés dans de l'eau glacée. Parfois, ils étaient asphyxiés jusqu'à qu'ils perdent connaissance. Et il y avait également des abus de la part du père. Vous vous demandez sûrement où est leur mère, à savoir elle est décédée avant qu'ils soient donc détenus par leur père. Elle est décédée à cause d'un cancer du côlon et leur père a toujours dit que les enfants étaient responsables de la mort de sa mère parce qu'ils se comportaient d'une manière qu'ils n'aimaient pas et qu'ils apportaient donc des esprits mauvais et c'est ces esprits mauvais en question qui ont tué leur mère. Donc déjà le daron il mettait ça dans la tête des enfants, les pauvres, j'ose même pas imaginer la culpabilité. Et en plus juste après ça, c'est donc quand Jerry il a un peu disjoncté et qu'ils ont donc été s'installer dans cette ferme et qu'il a maintenu ses enfants en otage pendant 9 ans dans le sous-sol avec les punitions en question. Quand il a abusé de ses enfants, à savoir c'était les deux qui sont les plus âgés, il va dire que quand il faisait ça c'est parce que leur mère prenait possession de son corps, ce qui n'a aucun sens. Et quand tout ça est devenu public en quelque sorte aux Pays-Bas, le frère de Joseph qui va venir parler de son frère, il va dire qu'ils étaient plus en contact depuis plus de 10 ans et que son frère était un calculateur et totalement imprévisible. Il va dire que quand il a appris qu'un Autrichien avait été arrêté en Hollande, donc dans le cadre d'une affaire de détention d'une famille, il était quasiment sûr, sans même avoir des infos sur le nom de la ville, que ça concernait son frère. Et c'est lui en question, donc le frère de Joseph, qui va donner des détails sur comment Joseph et Jerry auraient pu se rencontrer. Donc Jerry c'est le père
père de famille. Il va dire que les deux se sont rencontrés possiblement dans les années 80 puisque tous les deux étaient dans un culte après avoir servi dans les forces armées. Joseph et sa famille appartenaient à une église appelée l'église de l'unification. C'était une sorte de groupe connu sous le nom de Munis. La police, ils ont donc appelé cette église en question pour avoir des informations sur Jerry et ils vont donc dire qu'il avait quitté le culte dans les années 80 en raison de problèmes de santé mentale. Et c'est vrai que quand cette affaire va prendre un peu de l'ampleur, enfin de la popularité au niveau de la presse, les journalistes vont se dire mais comment aucun des voisins n'ont remarqué, comment aucun habitant du village a remarqué. On parle d'un village de 200 habitants, ils ont habité là pendant 9 ans, personne s'en est rendu compte. Et les gens qui habitent dans cette ville, ils vont dire que cette ferme en question était vraiment isolée. Déjà que la ferme, elle était au milieu de nulle part. En plus de ça, elle était entourée par des arbres. En plus, c'est pas comme s'ils se trimballaient dans le jardin. Ils vivaient dans le sous-sol. Il y avait une seule personne qui avait remarqué quelque chose. C'est quelqu'un qui va dire qu'elle pensait que de base, dans cette ferme, il y avait que Joseph. Et elle voyait plusieurs fois un autre homme, qui était donc Jerry, qui l'aidait à faire des travaux. Et chaque fois qu'elle le voyait, il rentrait de suite en cachette dans la maison. Mais c'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle avait aucune idée qu'il y avait des enfants qui habitaient dans cette ferme. À savoir, au-delà des enfants qui ont été pris en otage, il y avait donc 3 autres qui étaient partis avant que tout cet enfer commence. Un d'entre eux va révéler que après le décès de leur mère, leur père a commencé à devenir très violent et donc les 3 qui étaient plus âgés ont décidé de partir du domicile familial pour des raisons perso. Et sur les 3, 2 a révélé qu'il avait subi des abus de la part du père. Et quand on va demander s'ils ont gardé contact avec la famille, du moins avec leurs frères et sœurs, ils vont dire tous les 3 la même chose, qu'ils n'avaient plus aucun contact, qu'ils savaient même plus où ils habitaient. Le frère qui s'est enfui, du coup qui a demandé de l'aide, il va dire que son père se considérait comme un nouveau messie, que sa tâche était de faire tomber une nouvelle société appelée Éden selon les règles de Dieu. Et Joseph, du coup, était un des disciples de Jerry. Dans un livre de 300 pages, Israël va rentrer plus en détail dans tout ce qu'il a vécu. Il va dire que par exemple pour son père, la prière était la chose la plus importante. Il va dire à quel point c'était dangereux de respirer l'air extérieur parce que du coup les mauvaises énergies allaient rentrer dans leur corps. Israël va aussi dire que quand sa mère elle est décédée, donc son père, il n'arrêtait pas de dire que c'était de sa faute, qu'il était un mauvais fils et qu'il méritait d'être puni pour sa mort. Donc il avait été enfermé dans un grenier. Sauf que voilà, un beau jour son père va dire que finalement Israël devait être le médium familial et il va dire qu'avant c'était sa mère qui avait ce rôle et maintenant c'est Israël qui l'avait. Israël, il explique dans ce livre du coup que son père a fait plusieurs séances avec lui où ils devaient s'asseoir l'un en face de l'autre et Israël devait transmettre les informations des esprits que sa mère lui donnait et que s'il le faisait pas correctement il était puni. Et c'est vrai qu'Israël il comprenait pas ce que son père demandait parce que vous comprenez bien, il n'avait aucun pouvoir et donc Israël quand il n'arrivait pas à lui transmettre des informations il était puni et du coup Israël a appris comment inventer les informations que son père voulait entendre. Donc il faisait sans cesse semblant qu'il était en contact avec sa mère décédée alors qu'il avait toujours pas fait le deuil de ce décès parce que son père répétait sans cesse qu'elle était morte à cause de lui. Donc imaginez l'état psychologique de Israël. Il va dire que ces sessions en question où il devait donc jouer le rôle de quelqu'un d'autre qui a une relation avec sa mère qui est décédée a fait qu'il a eu un trouble de la personnalité multiple et ça c'était avant de déménager à la ferme. Il vivait dans un atelier industriel à ce moment-là, puis son père a décidé de déménager dans cette ferme en question parce que justement c'était plus isolé. Un des enfants va dire qu'ils étaient la plupart du temps donc enfermés dans le sous-sol mais que bien sûr ils avaient le droit d'aller dehors de temps en temps mais que des fois ils avaient même pas envie d'y aller parce que quand ils étaient dehors par exemple c'était toujours dans le but de travailler et que quand ils étaient dehors leur père les obligeait à marcher en rond sans cesse en répétant des prières toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes. Ce frère va dire que plusieurs fois ils étaient battus s'ils priaient pas correctement. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que la police avait découvert qu'Israël avait un compte Facebook. C'est parce que à un moment donné, le père d'Israël a décidé d'acheter un ordinateur pour ne pas avoir besoin de se déplacer à la bibliothèque parce qu'il y avait des monstres, soi-disant, des personnes qui n'étaient pas bonnes pour lui. Et il a acheté un ordi pour avoir accès à toutes les informations d'une façon plus facile. Et c'est comme ça qu'Israël a eu accès à Internet et qui a pu se créer un Facebook. Il va dire qu'il avait mis 2-3 publications mais qu'il se sentait très coupable de faire ça en cachette sans l'autorisation de son père. Il était tellement coupable qu'il a même dit à son père
son père il a été voir et il a donc puni. Et tout va changer en quelque sorte en 2016 quand leur père va avoir un accident vasculaire cérébral et avec ça il va devenir encore plus violent. En 2019 son père était encore plus malade et c'est là que Israël va donc commencer à travailler dans l'atelier de Joseph. Dans son livre il raconte une des tentatives qu'il a eues pour s'en sortir de tout ça. À un moment son père était vraiment très malade et il fallait donc lui acheter une machine, donc un appareil à oxygène, donc sur internet. Donc son père a donné les coordonnées de carte bleue et il a donc acheté cet appareil et en même temps il a acheté un téléphone portable. Il a utilisé le téléphone donc pour faire des signalements anonymes à la police parce qu'il n'avait pas le courage et ni l'opportunité d'aller voir la police de lui-même à ce moment-là. La police disait que s'il voulait faire un signalement il fallait appeler, mais Israël n'avait pas le courage d'appeler la police et c'est donc là qu'il a décidé d'aller dans ce café. Joseph et Gareth du coup ils ont tous les deux été arrêtés, ils ont toujours maintenu leur innocence. Ils vont dire que personne était maintenu à la ferme puisque les portes étaient toujours déverrouillées. Si quiconque voulait partir, il pouvait. Le père va dire qu'il avait rien fait de mal, qu'il était juste très religieux et qu'il a transmis ses valeurs et ses croyances à ses enfants. Sauf que un des enfants va parler et on va apprendre encore plus de choses, comme par exemple quand un jour le père était très énervé et il a pris un des enfants, il l'a suspendu par les mains et les pieds et il a été battu à coups de pied et ensuite il a été enfermé dans une petite cage pour chiens. On va apprendre qu'un autre enfant avait été également enfermé dans une cage pour chiens, mais cette fois-ci il avait passé un été entier enfermé dedans. Bref, les enfants vont être pris en charge pour un soutien psychologique en attendant le procès donc de Gareth et également de Joseph, et contre toute attente il n'y aura pas de condamnation pour Gareth en tout cas. Déjà Gareth il a été absent de l'audience en 2020 pour des raisons de santé. Le procès du coup il a été reporté en 2021 et les procureurs néerlandais vont demander l'abandon des charges à l'encontre du père de famille, estimant que son état de santé ne lui permet pas un procès équitable puisqu'il est presque paralysé et il ne peut pas parler. Donc en gros il est en assez bonne santé pour à peine un an avant frapper ses enfants, abuser ses les enfermer dans un sous-sol, mais pour être assis devant un tribunal, il est plus en assez bonne santé. Joseph, lui, par contre, il va être condamné et arrêté pour une histoire de blanchissement d'argent et aussi pour avoir aidé le père de famille à isoler ses enfants pendant près d'une décennie. C'est là qu'on voit vraiment que le pays pense que à l'argent, parce que comment tu peux condamner celui qui a aidé l'autre à enfermer ses enfants et que du coup il y a une histoire de blanchissement d'argent, mais celui qui une fois de plus a abusé de ses enfants, que ce soit physiquement, mentalement et sexuellement, ne prenne absolument rien sous prétexte qu'il est malade. Et le pire, c'est que je vous ai pas raconté le pire. Parce que de base, chaque enfant va être envoyé dans une famille et tout va bien se passer. Sauf que quand le père va être libéré, il y a des enfants qui vont retourner vivre avec le père. Et moi je trouve ça ouf que l'État n'ait rien fait. Parce que d'après les juges, il n'y a rien à faire. Ils ont donné la possibilité à ces enfants d'être dans une famille. Et si l'enfant veut retourner avec son père, ben c'est son choix puisqu'ils sont majeurs. Sauf que pour moi, les enfants, même s'ils sont majeurs, ils sont pas en mesure de choisir. Ils ont été en captivité, frappés, abusés par leur père pendant 9 ans. Son père leur a fait un lavage de cerveau. Ils sont pas aptes à dire je veux retourner vivre avec mon père. Et ça me rend trop triste que parce qu'ils sont majeurs, on peut rien faire. Ce qu'ils avaient réellement besoin, c'était d'un vrai suivi psychologique pour comprendre ce qui leur est arrivé, comprendre que c'est pas normal et pouvoir vivre un avenir. Mais la justice hollandaise, pour le coup, m'a vraiment choquée. Encore, je comprends que l'enfant, il est majeur, tu peux rien imposer, mais comment de 1, vous abandonnez les poursuites parce qu'il est trop malade, et de 2, vous poursuivez par contre l'autre qui n'est pas assez malade. C'est quoi la justice? Parce qu'il y en a un qui est malade, il va pas en prison et c'est celui qui a fait les choses les plus graves qui n'est pas poursuivi et l'autre oui. Enfin, c'est totalement incohérent. Mais bref, voilà donc le cas des enfants de Ruin World. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Je pense vraiment que Gareth, en quelque sorte, il a dû subir quelque chose quand sa femme, elle est décédée, parce qu'on voit que c'est vraiment là qu'il y a eu un changement, qu'il a vraiment voulu s'isoler, qu'il a imposé des choses à ses enfants et qu'il est devenu méchant. Donc je pense que ça a eu un rapport avec ça. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué au-dessus de tout, c'est la fin de la vidéo et comment la justice a pu décider ça. On se retrouve dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran et on se retrouve aussi demain pour une nouvelle vidéo dans ce mois de JVDT. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.